a une large partie de la population qui ne respire pas un air convenable. Donc c'est très important. Concrètement, nous, la ZFE, elle est en place depuis 2020 pour les pros, donc tous les véhicules lourds et les véhicules utilitaires légers les plus polluants. Et à partir du 1er septembre de cette année, elle sera applicable aux critères 5 et aux véhicules non classés. Donc c'est une première grosse étape, entre guillemets. On est donc dans les obligations étatiques de cette année, mais c'est vrai que c'est important pour nous déjà de se projeter. Et donc on peut voir sur la carte du dessous qu'en fait, elle va avoir vocation à effectivement progressivement s'étendre pour intégrer d'autres communes qui ont toutes été concertées. La concertation, c'est vraiment très important. Nous, ça a été une année très intense, très riche. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et pour pouvoir ensuite mettre les aides au bon endroit pour les bons publics et offrir des alternatives concrètes qui soient pertinentes en fonction des territoires. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, on s'appuie vraiment sur toutes les solutions possibles à l'échelle de la métropole. Donc, il y a une grosse ambition sur le vélo, on y reviendra, je pense. Il y a une ambition sur les TC, mais aussi sur le covoiturage, l'autopartage. Il y a un très gros plan de densification et de maillage du territoire en autopartage. Et aussi, du coup, avec tout ce qui est services en mobilité. La ZFE, c'est un périmètre, mais c'est aussi un dispositif d'aide, en fait. Donc, il faut aller sur tous les prismes de la ZFE. Oui. Juste pour dire que, pour rebondir, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en compte un maximum de cas, de situations, et que pour ça, il faut bien avoir conscience que la ZFE, elle doit savoir se décliner pour pouvoir pour que la population se l'approprie en fait. Donc il y a vraiment des cas de dérogation à prévoir pour tous les usages, à la fois particuliers et professionnels, et ça c'est un travail colossal. Anne Boisseau, à Grenoble, le même travail, je suppose, appropriation est faite ou Oui, est en effectivement, cours. je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites. Alors sur Grenoble, on est parti il y a déjà quelques temps sur la zone à faible émission pour les utilitaires et les poids lourds. La prochaine étape, là, c'est l'interdiction CQA3 en 2022 sur les utilitaires et les poids lourds. Donc là, voilà, c'est une grosse étape. Et bien sûr, tout un dispositif de discussion, d'échange avec les acteurs du monde économique, puisque voilà, c'est une transition très ambitieuse là-dessus. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place. Et en parallèle, il y a les discussions sur la zone à faible émission, on va dire pour les voitures particulières. Où là, le calendrier n'est pas encore arrêté, mais pareil, il y a un dispositif de concertation important. Et là, je vais prendre ma casquette AOM, au sens où, là-dessus, nous, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement. Puisque de manière classique, on fait de l'accompagnement au changement de comportement, du conseil en mobilité. Mais un conseil en mobilité pour quelqu'un qui va être touché par la ZFE, c'est pas le même conseil en mobilité que celui qu'on fait habituellement. Et donc, il y a un enjeu effectivement à développer une offre qui soit attractive pour d'autres solutions, à la faire connaître, à accompagner, et puis tout un dispositif d'aide aussi sur, alors ça on y viendra peut-être après, sur l'aide au renouvellement de véhicules, l'aide à l'achat de vélos, voilà, ou des chèques mobilité pour les publics les plus fragiles, en fonction des revenus fiscaux. Voilà. Donc c'est tout ce dispositif-là qui est en cours d'études, de discussion côté AOM. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de mise en place de gros pôles d'intermodalité à l'extérieur des métropoles qui pourraient finalement un peu soulager cette entrée dans les grandes métropoles? C'est quoi la question? C'est une question de coût? C'est une question de difficulté? Je pose une question un peu candide, mais elle se pose aussi, je ne suis pas le seul à se la poser, Mathieu. Soutiens-moi. Pourquoi c'est pas mis en place aujourd'hui? Oui, Thomas, vous avez peut-être une réponse quand même. Petite tentative, mais vous avez parlé de hub tout à l'heure, on y viendra dans les territoires peu denses, mais au niveau des métropoles, en entrée. Oui, alors d'abord les hubs, ça se répond, ça se construit sur le territoire. Donc déjà, c'est des choses qui se pensent au-delà d'un périmètre donné.
Et donc ça pose beaucoup de questions de gouvernance. Et juste, c'est nouveau en fait. Jusqu'à présent, ce sujet-là ne se posait pas. Les seuls micro-hubs qui pouvaient commencer à exister depuis une dizaine, quinzaine d'années, ce sont les aires de covoiturage qui ont commencé, mais qui ont émergé avec une vision en fait de sécurité routière, puis après petit à petit de mobilité, mais une vision vraiment très ponctuelle du sujet, et pas une vision de multimodalité sur le territoire. Donc là, aujourd'hui, ça pose plein de questions, parce qu'il y a la compétence infrastructure, il y a la compétence mobilité, c'est différentes personnes, en fonction de si vous regardez le trottoir ou le bitume, c'est pas la même personne. Et donc, voilà, c'est juste, ça recompose les objets de discussion. Mais ça va émerger. Enfin, ça va émerger, ça prend juste un peu trop de temps, mais ça va émerger. Oui, Mathieu. Aussi en disant qu'effectivement, il y a différents pôles d'échange, en fait. Ouais. Et donc, on a des contextes qui sont très particuliers. Donc, comme le disait Thomas, il y a des contextes en périurbain où on va être sur du hub. On va avoir des éléments très urbains où on va connecter avec des transports collectifs lourds. Ouais. Et puis, il va y avoir des systèmes intermédiaires, des arrêts sur autoroute. Donc, ça dépend vraiment du domaine d'emploi dans lequel on se place. Et il faut vraiment comprendre le système pour avoir la solution la plus adaptée. Alice. Oui, c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir ces pôles d'échange multimodaux. Alors, c'est long parce qu'effectivement, la question du foncier, je pense qu'elle est clé. Ouais. Voilà, il faut dédier le foncier à ça. Après, c'est vrai que nous, par exemple, sur le territoire, on a 8 parcs relais et on prévoit d'en construire 12 de plus d'ici 2025 pour offrir 8000 places voilà, où on laisse sa voiture, on prend les transports en commun. Je pense que si on veut du report modal, c'est essentiel de les prévoir dans nos schémas directeurs des transports. Oui, effectivement, dans le cadre nous aussi du plan de mobilité, il est prévu le déploiement d'une part de parcs relais. Et nous avons déjà plusieurs milliers de places qui sont d'ores et déjà ouvertes et plusieurs milliers qui sont en construction. Nous avons également le déploiement d'un réseau de pôles d'échange multimodaux qui peuvent être articulés dans certains cas avec le réseau ferroviaire, dans d'autres cas avec nos réseaux entre guillemets urbains et interurbains et autres, puisque nous gérons par exemple la gare Saint-Charles. Ouais. Je rappelle que la ligne routière Aix-Marseille est la première ligne de France interurbaine avec 3 millions de passagers par an. Nous avons 1 million de passagers sur la ligne Marseille-Aéroport et 500 000 sur la ligne Aix-Aéroport. Donc nous gérons aujourd'hui des pôles d'échange multimodaux relativement importants dans lesquels nous devons veiller à assurer non seulement un service de mobilité, mais également la sûreté et la sécurité des passagers. Plus, naturellement, l'information digitale H24 pour l'ensemble des personnes concernées. Et donc, c'est une approche systémique qui implique effectivement de multiples compétences, cela a été évoqué, voirie, infrastructure, mobilité, et qui implique aussi une relation de confiance et constante avec les maires par rapport au pouvoir de police de voirie. Je dirais cette confiance se construit dans la durée parce que, quoi qu'il en soit, si nous sommes passionnés de mobilité, lorsque nous projetons d'implanter un pôle d'échange multimodal, il ne manque jamais de voisins notamment qui s'inquiètent de la circulation des bus, du bruit, etc. etc. Et donc ce travail-là, c'est aussi le travail d'éducation que nous devons faire vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de décarbonation, de transition énergétique, changement climatique et d'inclusion sociale. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a quand même une autre question, et rapidement, les bornes électriques, le déploiement des bornes électriques. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, vous êtes un département où il y a un taux d'équipement qui est plutôt pas mal, mais aujourd'hui, est-ce qu'il manque des bornes électriques vu le taux d'équipement en hybride et en électrique dans les années à venir? Alors, un manque de bornes ou pas? La métropole avait pris l'initiative de déployer un réseau public de bornes électriques. Nous constatons aujourd'hui qu'il n'y a plus carence de l'offre privée. Donc, nous arrêtons le déploiement de nouvelles bornes. En revanche, nous accompagnons le déploiement de nouvelles bornes à travers 2 politiques. D'une part, l'élaboration d'un schéma départemental des infrastructures de recharge de véhicules électriques que nous faisons en lien avec le syndicat départemental d'électrification et au-delà même du territoire de la métropole, qui va être un premier élément parce que ça permet d'obtenir 75% de rabais sur le raccordement Enedis des bornes qui seront déployées
dans le cadre du respect du schéma départemental. Et d'autre part, nous avons nous avons une démarche avec 3 opérateurs présélectionnés que nous mettons en concurrence pour le déploiement de nouvelles bornes sur l'espace public à la demande de tout opérateur public, qu'il s'agisse d'une commune, qu'il s'agisse d'un office HLM ou autre. Nous avons capacité à proposer des systèmes de déploiement de bornes interopérables, puisque là aussi, l'enjeu, on parlait tout à l'heure d'intermodalité, mais sur les bornes électriques, l'enjeu d'interopérabilité est majeur pour les usagers, de manière à ce qu'ils puissent disposer d'une borne avec lesquelles ils puissent effectivement charger leur véhicule compte tenu, je dirais, des abonnements dont ils disposent sur tel ou tel opérateur. Et là, nous avons déployé une charte qui conduit à ce que les opérateurs que nous avons sélectionnés répondent à cette charte permettant une intermodalité de leurs bornes, finalement, quelle que soit l'offre de service à laquelle a souscrit l'abonné initialement. Alors oui, il y a un besoin de déploiement de bornes, et dans le cas du schéma départemental qui sera approuvé en septembre, nous constatons qu'il y a un énorme besoin de bornes, compte tenu notamment aujourd'hui du taux d'équipement dans lequel nous sommes au niveau du département des Bouches-du-Rhône. Véronique Gachet, vous vouliez apporter un complément d'info. Si vous le permettez, je pense qu'effectivement, je réfléchissais, je me disais qu'effectivement, on est en train de dire aux résidents des centres-villes de s'équiper en voiture électrique. Et il y a une forme d'injonction contradictoire, puisqu'ils n'ont pas de borne de recharge près de chez eux. Donc effectivement, alors là je reprends un peu mon ancienne casquette de DG du syndicat Autolib Vélib Métropole. Quand on a lancé Autolib à Paris à l'époque, effectivement on s'est rendu compte que pour cranter en fait l'usage du véhicule électrique et de l'autopartage, on a dû installer 6000 points de recharge sur voirie. Et effectivement, on a de la voirie ici à Marseille et dans les villes autour extrêmement contrainte. Donc on a un sujet aussi d'installation sur voirie avec l'espace qui reste pour les bornes électriques, pour les personnes qui vivent en ville. Donc il y a effectivement les parkings, il y a peut-être des espaces privés. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est devant nous. Alice Bigorne à Métropole, et on va faire le tour aussi de Lyon. Alors c'est vrai qu'à Nice, vu qu'on a lancé un service d'autopartage en véhicule électrique en 2011, on était fortement doté de bornes électriques, donc on avait déjà 300 points de charge. On vise d'en avoir 600 à 2025. On estime suivre le rythme par rapport au taux de véhicules électriques sur la métropole. On a choisi, nous, de garder ça au niveau du public, puisque on a un marché public et on va le renouveler, notamment pour pouvoir vraiment mailler le territoire et doter les plus petites communes, parce qu'on a des communes à quelques centaines d'habitants, de bornes électriques. Et on a aussi mis dans le plan local d'urbanisme une obligation de doter de 80% des places sur tous les programmes immobiliers qui sortent de bornes électriques, pour être sûr qu'il y ait bien un maillage à la fois sur la voirie publique, mais aussi dans tout ce qui se construit au niveau du privé. Marie Canonge. Nous, en matière d'infrastructure de recharge en énergie alternative, c'est vrai qu'on est parti sur l'électrique il y a quelques années avec le lancement d'un appel à initiative privée, c'est-à-dire que la collectivité était partie du principe que dans cette phase d'émergence, et parce que c'est aussi un service économique et commercial, elle laissait un opérateur candidater et porter l'ensemble des risques. Donc c'est Easyvia, nous, qui a maillé le territoire, et on est aux alentours de 300 points de charge également, avec donc l'objectif de réaliser le schéma directeur IRVE qui est une obligation, et de continuer à mailler le territoire tout en intégrant les autres énergies qui commencent à émerger, donc GNV, potentiellement hydrogène avec une station, et surtout la volonté de favoriser des stations multi-énergie pour répondre à un maximum de besoins. On part du principe qu'un particulier qui achète une voiture électrique, finalement, va s'équiper d'une recharge lorsqu'il est chez lui en maison. Par contre, on s'attache aussi à offrir des solutions par le biais de nos développeurs économiques aux entreprises, à les mettre en relation avec des opérateurs fiables ou autres. Et on est sur une phase aussi où on cherche à toucher les copros. Voilà. D'accord. Anne à Grenoble. À Grenoble, effectivement, alors je rejoins ce qui a été dit sur le mix énergétique. Effectivement, il y a un travail sur le développement de l'électrique, mais pas que, et notamment
tout l'enjeu aussi autour du GNV. On a un schéma directeur aussi. C'est un service exploité, donc service public de la métropole, avec des logiques très différentes en fonction des usages. Ce qu'on est justement en train de travailler là, c'est la complémentarité de tous ces usages entre acteurs privés et acteurs publics. Quelle est la place du public et quelle est la place du privé qui aussi s'équipe de fait, et comment est-ce qu'on arrive à mailler ça de manière intelligente. On est en train notamment de regarder aussi dans nos parkings de la métropole comment est-ce qu'on répond à l'obligation de la loi, parce que c'est une borne pour 20 places. Donc en termes déjà de faisabilité technique, de chiffrage, de déploiement, de sécurité, effectivement, des discussions avec le SDIS voilà, sur ce nouveau sujet. Donc, et puis aussi sur nos parcs relais. Côté AOM, puisqu'aujourd'hui les parcs relais ils sont de plus en plus pensés plutôt comme des mini-pôles d'échanges multimodaux où on met de la borne de recharge électrique, on met du stationnement vélo, des arrêts TC, du stationnement, donc voilà. Donc effectivement ça fait aussi partie de notre plan d'action. Mathieu, on va regarder rapidement, merci Yann, on va regarder rapidement le baromètre ZFE fait en mars. Oui, effectivement, ce baromètre, ce qui montre, c'est qu'on a besoin de communiquer autour de ZFE parce que, en fait, les gens ne savent pas vraiment encore ce qu'est une ZFE. Il y a 47% de la population qui n'est pas connaisseur. Et puis, dans ceux qui ont annoncé savoir ce qu'est une ZFE, la grande partie n'était pas capable de donner la bonne définition. Oui. Et pour autant, les gens sont favorables. Comme le disait Véronique Haché, les gens veulent que l'environnement s'améliore, donc ils sont favorables à la décarbonation. Il y a un dernier point que nous devons aborder dans cette plénière, c'est l'incontournable vélo et les modes actifs, plus largement, la marche et le vélo. Véronique Haché, vous l'avez évoqué. Monsieur Fauché, vous l'avez déjà évoqué. On va passer rapidement sur une petite dizaine de minutes, pas plus, pour gagner un peu de temps. L'investissement aujourd'hui sur les pistes vélo à Marseille, Monsieur Fauché, vous avez parlé de 100 millions d'euros avec la mise en place des vélos libre-service également. Alors, la métropole a élaboré un plan vélo qui comprend un ensemble d'actions, dont un plan d'investissement de 100 millions d'euros pour construire 8 lignes structurantes à l'échelle métropolitaine et près de 300 km. Donc, c'est notamment pour tendre vers l'objectif d'une part modale de vélo à 8% à l'horizon 2030. Mais nous avons également deux services qui sont aujourd'hui proposés. Nous avons un système de vélos en libre service donc sur Marseille. Nous changeons d'opérateur au 1er janvier prochain et nous allons déployer 2000 vélos électriques sur Marseille donc en libre service avec abonnement, sachant que l'abonnement est, je dirais, quasi inclus dans l'abonnement transport en commun RTM ou métropolitain. Et nous avons également un service dit Vélo Plus, c'est bientôt la fin, qui est un service de location longue durée de vélos électriques qui est donc proposé à l'échelle métropolitaine et pour lequel nous proposons aux personnes donc, de leur mettre à disposition moyennant un loyer mensuel avec abattement s'ils sont par ailleurs abonnés du transport public. Donc un vélo, à ce jour nous avons deux types de vélos, un vélo électrique normal ou un vélo électrique familial allongé. Nous réfléchissons aux questions de vélo cargo aussi, qui est proposé et je dirais en un an, nous avons plus de 1000 vélos qui ont été loués comme cela sur je dirais un total de 2000 vélos prévus, mais nous avons une demande qui est relativement forte pour ce type de service et là qui couvre l'ensemble du territoire métropolitain. Sur simple appel téléphonique, nous nous déplaçons pour mettre à disposition le vélo. C'est bien. Marie Canange, à Lyon, là aussi, au-delà de l'équipement vélo, il y a 16 voies rapides de prévues. Oui, alors très rapidement, je sais que Lyon, c'est connu, hein, le vélo, c'est quand même un mode de déplacement très, très, très emprunté. Pour vous donner quelques chiffres, on a des gros objectifs. Aujourd'hui, on a un gros millier d'infrastructures cyclables. L'idée, c'est de passer à plus de 2000 kilomètres. Donc, oui, un millier de kilomètres, 2000 kilomètres. On a donc 72 compteurs, on a des pistes sur lesquelles on atteint presque 100 000 passages en une seule semaine, 100 000 vélos comptabilisés.
On a des pistes sur lesquelles on observe 50% de passages en plus par rapport au maximum enregistré l'année dernière. Donc le trafic cycliste, il augmente très fortement. On a 30% en plus tous les ans depuis 2009. On est passé de 30 à 38 millions en un an, là, par exemple, de déplacements en vélo. Et un objectif à 40 millions de déplacements en 2022. Donc il faut suivre. Et pour ça, on souhaite rendre la métropole 100% cyclable pour tous les grands Lyonnais et Lyonnaises et faire de Lyon la deuxième ville au baromètre des villes cyclables de la FUB. Donc le réseau Express Vélo s'inscrit vraiment dans ce projet. C'est 250 km d'infrastructure sur 16 lignes qui ont vocation à vraiment être sécurisées. C'est des pistes cyclables en site propre qui traversent la métropole pour notamment relier les territoires voisins et vraiment desservir un maximum de communes. Vous avez l'ordre en fait dans lequel elles vont être réalisées et l'objectif à la fin du mandat, c'est d'avoir réalisé toutes celles qui sont en ligne continue. Les pointillés, c'est à l'échelle 2030, donc en se laissant 4 ans supplémentaires. Voilà, donc pour multiplier par 3 le trafic et atteindre une part modale de 20%, on compte sur ce réseau Express Vélo, le rêve. Le rêve existe-t-il déjà à Grenoble, Anne? Sûrement, vu la pratique du vélo. Alors effectivement, le classement de la FUB a récompensé Grenoble sur la pratique du vélo. Pour moi, ça fait écho à ce qui était dit tout à l'heure sur le covoiturage. C'est un écosystème, le vélo. Donc il faut travailler sur la question de l'aménagement, la question du service, de l'animation, les événementiels, du stationnement. Et voilà, et c'est tout ce plan d'action-là qui, effectivement, il y a un historique très fort à Grenoble. Sur la partie service, peut-être sur les diapos d'après, pour donner quelques chiffres. Donc nous, alors c'est pas le vélo plus, mais c'est M Vélo plus. Effectivement, on a près de 2300 places en consigne. Alors ça va de la mini-box, 5 places de vélo sur une place de stationnement, à des consignes beaucoup plus capacitaires. On a 2 grosses consignes de 600 places à la gare de Grenoble. On fait aussi des racks événementiels qu'on prête aux organisateurs pour du stationnement temporaire. Et puis sur l'offre de vélo en tant que telle, je pense que c'est les diapos d'après. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus, vous avez squeezé. Il y a 9000 vélos du coup dans le service M Vélo Plus. Donc là, on a une gamme de 12 vélos différents, du vélo enfant, du vélo assistance électrique, du vélo cargo. Et puis en complément, on a aussi des services de vélo en free floating pour de la courte durée. Vous me disiez hier que c'est 2000 vélos, je crois, remplacés par an. Je dis des bêtises. Effectivement, alors on a un enjeu à assurer l'approvisionnement du service vélo parce qu'aujourd'hui le marché est très tendu et donc rien que pour remplacer la flotte sur le on commande 800 vélos à peu près par an en remplacement vélo et puis après on a une progression du vélo très forte. On est à 5% de déplacement à vélo sur l'aire grenobloise, on est à 12% sur Grenoble. Et nos compteurs permanents sur chaussée, là, ils nous montrent que, effectivement, on avait eu plus 40%, je crois, d'augmentation de fréquentation entre 2021 et 2019 sur le Covid, et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc là, on essaye de ne pas être en pénurie de vélos sur l'offre de service, en anticipant les commandes quasiment à 1 an, quoi. Et oui. Alice Bigorre, un mot sur le développement là aussi des pistes vélo à Nice. C'est difficile de passer derrière Grenoble pour parler de oui, vélo. Je sais bien, pardonnez-moi. Oui, c'est vrai qu'on est peu ou prou comme Marseille. C'est vrai qu'on parlait de nos parts modales, nous on doit être pareil, entre 1 et 2%. Donc on a voté un plan vélo en 2020 de 20 millions d'euros pour développer les pistes cyclables et les doubler. Donc on doit faire 180 km d'infrastructure en plus. Dans ce plan vélo, effectivement, on a toute la partie service, donc avec le lancement cette année d'un service de location moyenne durée pour les VAE. On a un service en on a des locations en libre service qui existent depuis 2009 et qu'on a développé en mettant en place des VAE depuis 2 ans. On va proposer un service innovant de cadenas sécurisé dans toute la métropole. Donc on va sortir d'ici à la fin juin. Donc c'est 1000 cadenas sécurisés parce qu'on sait que le stationnement des vélos et notamment des VAE, c'est une vraie question pour développer les usages dans nos villes.
Et on a beaucoup d'actions de communication, d'animation pour essayer d'obtenir une part modale du vélo à 10% en 2026. Mathieu, l'information est plus qu'indispensable pour mettre en place tout ça et animer tous ces dispositifs. Hein. On parle de MAS. Oui, bien sûr, le MAS. Mais c'est quoi le MAS, qu'est-ce que c'est précisément? Donc, le MAS, c'est un système numérique qui offre à l'usager la mobilité comme un service. Donc, il est accessible sur une plateforme de données via un smartphone et il comprend 2 composantes. Donc, une composante fonctionnelle qui va mettre à disposition de l'information, le paiement du titre, le compte unique, et puis une information multimodale qui va regrouper l'ensemble des systèmes de mobilité de la collectivité dans une logique d'intermodalité, c'est-à-dire d'enchaînement des modes. Donc il y a différentes formes de MAS. Aujourd'hui, les MAS complets, il y en a très peu en France. Et le CEREMA va lancer un appel à partenariat pour accompagner la mise en place des MAS par les collectivités avant la fin de l'année. On va demander à nos invités justement où ils en sont dans les MAS aujourd'hui, sur leur plateforme. Marseille, Nice, Lyon. Et on finira par l'exemple type. Oui, alors sur Marseille, nous avons un projet de MAS qui est en cours d'élaboration. C'est un projet qui était extrêmement ambitieux et dont il s'avère qu'aujourd'hui, les possibilités techniques ne sont pas en capacité de satisfaire aux ambitions qui avaient été posées il y a 4 ans. Donc nous sommes en train de redimensionner le projet au regard des possibilités techniques, quitte à reporter ultérieurement la capacité à faire certaines choses qui avaient été prévues. Donc aujourd'hui, par ailleurs, je rappelle que la métropole a été créée en 2016 par la fusion de 6 intercommunalités et que nous avions un énorme travail à faire qui est en voie d'achèvement, de convergence de nos systèmes billettiques d'information voyageurs des 6 précédentes intercommunalités. Donc ce travail-là est quasi achevé. Nous avons un travail en parallèle d'évolution de la tarification, puisque là aussi, nous avions 6 zones tarifaires, etc., etc. Donc là, on a une première étape d'unification de la tarification interurbaine au 1er septembre 2022, et nous aurons une nouvelle étape d'évolution de la tarification en septembre 2023, qui sont, on va dire, un petit peu des préalables au MAS. Et sur la construction du MAS, donc notre projet dit ICAR, donc nous avançons avec des briques qui devraient, je dirais, être déployées progressivement à partir de la fin 2022. Donc c'est work in progress, mais c'est un travail colossal, je dois dire, compte tenu de la situation d'où nous partions avec l'unification de nos 6 anciens réseaux, on va dire, qui préexistaient à la construction métropolitaine. Alice? Très rapidement, nous, on est en train de se doter de tous les outils, puisque l'essentiel, c'est d'avoir les systèmes qui donnent l'information en temps réel sur chacun des modes qui seront proposés dans les MAS. Donc, on aura un hyperviseur d'ici la fin de l'année qui nous donnera toutes les informations en temps réel, que ce soit du trafic, du stationnement, de tous les modes, pour ensuite passer sur la brique billettique qui permet de payer le trajet, enfin le mode, on va dire, qu'on aura choisi dans notre trajet. Marie. Côté Grand Lyon, nous, on ne s'est pas vraiment saisi de la question. On a un hyperviseur, mais en interne, qui nous aide techniquement. Et on a OnlyMove, une plateforme qui permet à tous d'étudier la faisabilité de son trajet en intermodalité. En fait, le sujet du MAS, il va être porté par le Citral Mobilité, qui est le nouvel établissement public local, et qui, du coup, récupère le sujet et le portera avec un objectif à 2026. À Grenoble, en revanche, le MAS, il est quasi complet, Anne. Où il est complet. Bientôt. J'anticipe un peu. Non, effectivement, on est quand même sur des projets qui sont très complexes. Ce qu'on a qui fonctionne bien, c'est le système d'information multimodale, donc qui est bien à l'échelle de l'ensemble du territoire du SMAG. Et l'enjeu maintenant, c'est d'avoir un MAS complet, opérationnel. Donc, il fonctionne déjà sur un certain nombre de services. Que ça soit sur l'accès au parking en ouvrage, justement. On peut accéder au parking et payer sur le MAS en tant que visiteur pour les parkings. On peut faire de même sur l'autopartage avec l'opérateur local Cities. Et on peut faire de même sur le service de covoiturage à haut niveau de service, donc M Covoit Ligne Plus.
Voilà, donc la brique sur laquelle on travaille maintenant, c'est la brique TC, puisque c'est celle-là la plus dimensionnante. Et effectivement, on est en plein dedans. Ce que je voudrais peut-être juste te dire sur le MAS, c'est qu'au-delà de l'aspect technologique, qui est loin d'être simple, sur lequel on travaille, il y a un enjeu d'appropriation, et notamment par un certain nombre de publics qui peuvent être assez éloignés du numérique. Et ça, clairement, pour nous, c'est un vrai défi. Alors, on a fait, en lien avec nos collègues qui travaillent sur la plateforme Mobilité et Emploi, on a fait des focus group pour tester en fait l'application avec ces publics en situation de retour à l'emploi, mais plutôt assez éloignés du numérique. Ça nous a permis déjà de faire des évolutions sur l'application. Mais là, on sent que devant nous, il y a un sujet assez colossal d'accompagnement et d'appropriation de l'application qui fera partie du système global d'accompagnement changement de comportement, mais qu'il faut pas négliger. Merci Anne. Je discute avec Mathieu parce qu'il faut qu'on aille assez vite. Dans la mobilité douce, il y a aussi d'autres innovations, hein, et on peut les nommer, mais il y a celle notamment du câble. Dans les innovations, oui, il y a le transport par câble, effectivement. Et des innovations qu'on verra aussi au forum. Alors, ça ne sera pas du transport par câble, mais il y a d'autres innovations au forum tout à l'heure. Hein. Oui, mais le transport par câble, ce n'est pas uniquement pour les stations de Bien ski. sûr. C'est en train de trouver un domaine de pertinence en milieu urbain. C'est clair. Comme le confirme la mise en service du téléphérique de Toulouse le 14 mai dernier. Ouais. Donc, c'est un système qui permet de franchir des grandes coupures, comme des cours d'eau, avec un coût inférieur à un ouvrage, à un pont. Donc c'est particulièrement intéressant et actuellement le CEREMA est en train de travailler sur l'accessibilité PMR de ce système. Tu as évoqué Toulouse, mais il y a aussi Nice, Alice. C'est combien de voyageurs? C'est 2 à 3 000 voyageurs par jour, je crois. Exactement, donc on vient de lancer le marché pour la construction et l'exploitation de notre futur transport par câble. Donc en fait, on avait le choix entre prolonger notre ligne 2 de tram, hein, puisque l'idée c'est de passer le fleuve Var, ou alors de mettre un transport par câble avec une correspondance en quai à quai. Les études ont montré que c'était vraiment plus efficient de mettre un transport par câble en termes de coût, hein, que ce soit le coût d'investissement ou le coût de fonctionnement, puisque c'était quasiment de moitié. Et en termes environnementaux, finalement, il y a beaucoup moins d'impact, hein, puisque vous avez 2 stations d'un côté et de l'autre. Et donc, en zone Natura 2000, on s'est dit qu'on aurait moins d'impact environnemental, on irait beaucoup plus vite aussi dans le projet. Donc, l'idée, c'est de faire une mise en service à la fin 2025. Avec des cabines qui transporteront à peu près 50 à 60 personnes. On peut y mettre les vélos, bien sûr les personnes à mobilité réduite. Et on y croit beaucoup. C'est vrai que ce sera une belle innovation sur le territoire. Donc là, vous avez quelques visuels des 2 gares qui sont prévues d'un côté et de l'autre du territoire. Excusez-moi Alice, mais juste une question. On a le coût Alors, il y en a pour 40 millions. 40 millions d'investissement et tout à fait. en exploitation, vous avez une estimation du coût d'exploitation? Non, bah alors, pour le coup, vu qu'il y a un opérateur en fait qui s'en occupe toute la journée, c'est beaucoup, c'est très inférieur au bus et au tram. Hein. Ah oui, on est allé à Brest, ils nous disent que c'est la ligne la plus rentable de leur réseau, de loin. Donc on sait qu'il y a un. Oui, alors maintenant ça fonctionne bien là-bas. Ouais, okay. Non, mais voilà. Merci Alice. On ne parlera pas du projet sur le Grand Lyon, Marie. Abandonné. Très bien, merci. Dernier mot, Mathieu. Le dernier rapport du GIC, là d'avril 2022, évoquait qu'il fallait repenser le fonctionnement des zones urbaines. Repenser la ville, avoir des villes plus compactes. Ouais, oui, le GIEC cible là-dessus. Effectivement, la ville compacte, elle va apporter énormément d'améliorations parce qu'elle va réduire les distances, donc elle va réduire les congestions, et puis elle va favoriser les modes actifs, et donc elle va avoir un impact sur l'environnement. Donc elle cible effectivement les 2 enjeux qu'on a soulevés, mais elle ne pourra pas tout régler. Bien sûr. Une ville compacte, ça veut dire habiter à côté de là où on travaille. Et aujourd'hui, quand on achète un logement, on y est pour 10 ans, alors qu'on change de travail tous les 5 ans. Donc sur le long terme, la ville compacte, elle va atteindre aussi ses limites. Et finalement, toutes les solutions dont on vient de parler aujourd'hui, tout ce qui a été présenté, ça va avoir encore sa pertinence pendant très longtemps.
Voilà, bien merci beaucoup à nos invités d'avoir participé à cette première partie de la plénière. Un peu longue, on doit l'avouer. On fait une pause de 10 minutes et on se retrouve d'ici 10 minutes pour parler cette fois des territoires peu denses.